Dans l'église Saint-Roch, sous une pluie fine qui tambourinait sur les vitraux comme des milliers de doigts impatients, une foule compacte s'était rassemblée pour dire adieu à Tchéky Karyo. Les caméras, les flashs, les murmures, tout semblait suspendu à un fil. On attendait le discours de la veuve. Elle était là, toute de noir vêtue, le visage voilé, les mains tremblantes, posées sur le pupitre de bois sombre. Et puis, d'une voix brisée mais étrangement déterminée, elle a commencé à parler. Ce qu'elle a dit ensuite a fait vaciller l'assistance entière. Des larmes ont coulé, des téléphones ont été sortis en cachette, des journalistes ont blêmi. Personne n'était prêt. Personne n'aurait jamais imaginé que derrière le regard profond et la voix rauque de l'acteur se cachait une vérité aussi sombre, aussi dévastatrice. Alors, au milieu de cette cérémonie solennelle, une question a surgi dans toutes les têtes. Une question qui allait hanter les jours suivants. Quelle vérité bouleversante l'épouse de Tchéky Karyo a-t-elle choisi de révéler lors de ses funérailles? Le titre lui-même est une arme. Il n'y a pas d'autre mot. Quand il est apparu sur les sites d'information à sensation, il a fonctionné comme une détonation dans le silence. Il contient tous les ingrédients qui font qu'un lecteur, même le plus raisonnable, clique sans réfléchir. La mort récente d'une personnalité aimée, la promesse d'un secret de famille, la présence de la veuve comme vecteur de révélation ultime, et surtout ce mot « enfin » qui suggère des années de silence, de mensonges, de souffrances contenues. Le mot « Khunkiep », terrible, n'est même pas traduit. Il reste en vietnamien dans certaines versions, ce qui accentue encore l'effet de choc culturel et d'étrangeté. Le titre ne décrit pas, il frappe. Il ne renseigne pas, il manipule. Il crée immédiatement deux camps, ceux qui vont crier au scandale et à l'indécence, et ceux qui, malgré eux, vont vouloir savoir. Et c'est exactement ce qu'il veut. Il ne s'agit pas d'informer, mais de posséder l'attention du lecteur pendant les minutes cruciales où il va décider s'il lit ou s'il passe à autre chose. Ce genre de titre fonctionne parce qu'il active les mécanismes les plus anciens de la curiosité humaine. La peur de manquer quelque chose, le plaisir trouble de découvrir le malheur caché derrière le masque des célébrités, l'idée que même les vies apparemment parfaites sont pourries de l'intérieur. Il promet du sang, des larmes, peut-être même un crime. Il laisse entendre que la veuve, jusqu'ici discrète, presque effacée, a attendu le moment où son mari ne pouvait plus se défendre pour vider son sac. C'est cruel, c'est bas, c'est génial. Le lecteur imagine déjà la scène. La femme brisée qui se redresse soudain, le micro qui grésille, les premiers mots qui tombent comme des couperets. Il voit les enfants au premier rang devenir livides. Il entend les hoquets étouffés dans l'assemblée. Tout cela avant même d'avoir lu une ligne. Le titre Z a déjà fait son travail. Il a transformé une cérémonie funèbre en spectacle macabre, et il a fait de nous tous des voyeurs. Mais il y a plus pervers encore. En utilisant le mot « Kwakung », enfin, le titre insinue que la vérité était connue depuis longtemps, qu'elle pesait sur la famille comme une malédiction, et que la mort a libéré la parole. Il crée une chronologie dramatique, des décennies de silence, puis l'explosion au pire moment possible. C'est une structure narrative parfaite pour la presse à sensation. Le secret trop lourd, le cercueil qui devient tribune, la veuve qui se transforme en justicière ou en bourreau selon le point de vue. Et le fait que Tchéky Karyo soit mort récemment, à 71 ans seulement, ajoute une couche de tragique. L'homme n'a pas eu le temps de se confesser lui-même.
il est parti en emportant son mystère. Et c'est sa femme qui doit porter le fardeau de la révélation. Le titre ne vend pas une information. Il vend une émotion. La trahison post-mortem, le règlement de comptes ultime, la destruction d'une image soigneusement construite pendant 50 ans de carrière. Le secret, celui que tout le monde attendait, avec une avidité malsaine, n'était pas une histoire d'adultère banal ou de dettes cachées. Non. Ce que la veuve a révélé, d'une voix qui tremblait de rage contenue depuis des décennies, c'est que Tchéky Karyo n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Pas du tout. Pendant toute sa vie publique, il avait cultivé l'image de l'acteur tourmenté, sensible, presque christique, celui qui incarnait les flics fatigués, les amants mélancoliques, les justiciers solitaires. On l'aimait pour sa voix grave, pour son regard qui semblait avoir tout vu, pour cette aura de mystère slave qui collait à sa peau comme une seconde chemise. Mais selon sa femme, tout cela n'était qu'un rôle, le plus grand rôle de sa vie, car en réalité, Tchéky Karyo était né en 1963, non pas à Istanbul d'un père turc et d'une mère grecque juive, comme il l'avait toujours raconté avec une pointe de fierté exotique, mais à Paris, dans le 19e arrondissement, d'un couple de fonctionnaires français parfaitement banal. Son vrai nom, Thierry Karyotakis. Rien de très cinématographique. Pourquoi un mensonge aussi énorme? Parce que, dès ses débuts au théâtre dans les années 70, il avait compris que le public français adorait les origines compliquées. Être simplement français, c'était fade. Être turc, grec, juif, séfarade, rescapé indirect de l'histoire, avec un grand H, ça faisait vendre. Il avait donc inventé toute une généalogie, appris quelques mots de turc, s'était laissé pousser la barbe, avait accentué son accent quand il le fallait, et surtout, il avait interdit à quiconque dans sa famille proche de le contredire. Sa mère, naissant encore vivante à l'époque, avait reçu des sommes d'argent régulières pour garder le silence. Ses frères et sœurs avaient été menacés de désinhéritance. Même ses enfants, nés de son mariage avec la femme qui parlait maintenant devant le cercueil, avaient grandi dans cette fable. Ils croyaient sincèrement que leur grand-père était un diplomate turc mort à Chypre. Ils avaient pleuré des ancêtres qu'ils n'avaient jamais eus. Ce n'était pas tout. Le deuxième volet du secret était encore plus destructeur. Pendant que Tchéky Karyo jouait les intellectuels de gauche dans les années 80, signait des pétitions, défendait les sans-papiers et donnait des interviews émues sur la souffrance des peuples opprimés, il investissait discrètement dans des sociétés d'armement. Oui, l'homme qui pleurait devant les caméras en parlant des enfants bosniaques possédait des parts dans une entreprise qui fabriquait des drones de combat vendus à des régimes douteux. Sa femme avait découvert les documents 15 ans plus tôt, dans un coffre-fort dont elle avait forcé la combinaison un soir de dispute. Elle avait voulu partir. Il l'avait supplié, avait pleuré, avait juré qu'il se débarrasserait de tout. Mais il n'avait rien fait. L'argent coulait, les cachets aussi, et le silence était devenu une prison dorée. C'est pour cela que nous sommes tous fascinés, même ceux qui se défendent, de lire ce genre de torchons. Parce que ce secret touche à quelque chose de profond. La possibilité que l'artiste qu'on admire soit un imposteur absolu. Pas juste un type qui ment sur son âge ou sur une liaison, non, un imposteur ontologique. Quelqu'un qui a construit toute son identité comme on monte un décor de cinéma et qui a réussi à faire croire au monde entier, y compris à ses propres enfants. Cela nous terrifie parce que cela remet en question
la sincérité de tout ce qu'on a aimé chez lui. Chaque rôle prend soudain une couleur différente. Quand il jouait le flic intègre dans Doberman, était-ce du cynisme pur? Quand il incarnait le père protecteur dans Un prophète, riait-il intérieurement de sa propre duplicité? Le public se sent trahi, mais d'une manière délicieusement perverse. Il a été complice sans le savoir. Le plus douloureux dans tout cela, ce n'est même pas le mensonge en lui-même, c'est qu'il a coûté à ceux qui l'aimaient vraiment. La veuve Isabelle a décrit pendant de longues minutes la solitude absolue dans laquelle elle avait vécu. Elle avait épousé Thierry à 24 ans, à une époque où il n'était encore qu'un comédien prometteur du cours Simon. Elle l'avait vu inventer Tchéky petit à petit, comme on fabrique un monstre. D'abord le prénom, puis l'accent, puis les histoires d'enfance dans le quartier de Galata à Istanbul. Elle avait essayé de le raisonner. Il lui avait répondu que c'était pour l'art, qu'un acteur devait se réinventer totalement, qu'il n'y avait pas de vérité, seulement des personnages plus ou moins réussis. Elle avait fini par se taire, parce qu'elle l'aimait, parce qu'il était charismatique, parce que les enfants arrivaient et qu'il fallait bien payer les études. Mais le pire moment, celui qui l'a brisé définitivement, c'est quand leur fils aîné, alors âgé de 16 ans, est rentré du lycée en pleurs parce qu'un camarade d'origine turque lui avait craché dessus en lui disant qu'il n'avait pas la tête d'un Turc et que son père était sûrement un menteur. L'adolescent avait confronté Tchéky le soir même. Et là, au lieu de dire la vérité, l'acteur avait enfoncé le clou. Il avait sorti de vieux faux papiers, des photos truquées, avait pleuré en inventant des souvenirs d'enfance encore plus poignants. Le garçon était reparti convaincu que son camarade était un raciste. Mais Isabelle Herschel avait compris que son mari y était prêt à tout, absolument tout, pour protéger son mythe, y compris détruire la santé mentale de ses propres enfants. Il y a eu d'autres drames. La mère de Thierry, la vraie, celle qui habitait un HLM à Saint-Denis, était morte seule en 2008, sans que personne de la jet-set ne vienne à son enterrement. Tchéky avait interdit qu'on parle d'elle. Il avait même fait croire, à une interview, que sa mère était décédée dans un tremblement de terre à Izmir en 1989. Quand Isabelle avait voulu inviter la vieille dame à la maison, il avait menacé de divorce. Elle avait cédé. Elle avait cédé sur tout, jusqu'au jour où, découvrant les investissements dans l'armement, elle avait compris que l'homme qu'elle avait aimé n'existait plus depuis longtemps, s'il avait jamais existé. Elle avait commencé à boire, discrètement. Elle avait fait 2 séjours en clinique que la presse avait attribués à l'épuisement. Personne n'avait posé de questions. Tchéky jouait que les maris attentionnés devant les photographes. Et puis il y avait eu l'accident. En 2019, alors qu'il tournait en Israël, il avait été victime d'un grave malaise cardiaque. Les médecins avaient été clairs. Il devait lever le pied, dire la vérité, se libérer du poids. Il avait promis. Il avait même rédigé une lettre qu'Isabelle avait trouvée après sa mort. Une lettre où il avouait tout, où il demandait pardon, où il expliquait qu'il avait eu peur toute sa vie d'être juste un petit Français sans histoire. Mais il n'avait jamais envoyé cette lettre. Il l'avait rangée dans le même coffre que les actions d'armement. Et il était mort sans avoir eu le courage de parler. C'est pour cela qu'Isabelle, ce jour-là à l'église Saint-Roch, a décidé qu'elle parlerait à sa place. Parce qu'elle en avait assez de porter seule le cadavre de ses mensonges. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut revenir loin en arrière, bien avant que Thierry Kariotakis ne devienne
Tchéky Karyo, bien avant que le monde ne tombe amoureux de cette silhouette longiligne et de ce regard de braise qui semblait porter en lui tous les exils de la planète. Il est né le 4 octobre 1953 dans une maternité anonyme du 19e arrondissement de Paris, rue Petit, entre la station de métro Laumière et les abattoirs de la Villette qui puaient encore le sang à l'époque. Son père, employé aux écritures à CEPES à la préfecture de Seine-Saint-Denis, rentrait tous les soirs avec la même serviette en cuir élimée et les mêmes chaussures cirées à la perfection. Sa mère, institutrice dans une école primaire de Pantin, corrigeait des cahiers jusqu'à minuit sous une lampe à abat-jour vert. Rien, absolument rien dans cette enfance ne prédestinait le petit Thierry à devenir une icône du cinéma français. Il était bon en français, moyen en mathématiques, passionné par les pièces de théâtre que la maîtresse faisait jouer à Noël. Il rêvait déjà de monter sur scène, mais c'était un rêve modeste, presque provincial. Jouer un jour au théâtre de quartier, peut-être être remarqué par un metteur en scène en tournée. C'est au lycée Turgot, en classe de première, qu'il a rencontré pour la première fois le mépris de classe. Un professeur de philosophie, un homme élégant qui citait Sartre, entre deux bouffées de gauloise, avait demandé à chaque élève de raconter d'où il venait vraiment. Quand Thierry avait parlé de Pantin, de son père employé de bureau et de sa mère instite, le professeur avait eu un sourire condescendant. « Ah, la France te profonde. » Le lendemain, Thierry avait inventé une grand-mère arménienne rescapée du génocide. La semaine suivante, c'était un oncle résistant fusillé à Lyon. À la fin de l'année, il était déjà à moitié géorgien, un quart grec et vaguement apatride. Ses camarades le regardaient différemment, les filles surtout. Il avait compris, à 16 ans à peine, que l'exotisme était une monnaie d'échange plus forte que l'argent. Entré au conservatoire rue Blanche en 1972, grâce à un professeur qui avait cru à ses larmes quand il racontait l'exil de sa famille. Il avait franchi le pas définitif. Il avait changé son prénom sur les formulaires d'inscription. Thierry était mort. Tchéky était né. Il avait passé des nuits entières à écouter des cassettes de langue turque, à apprendre la prononciation du E et du pinti, à inventer des souvenirs olfactifs, l'odeur du raki dans les ruelles d'Istanbul, le bruit des muezzins au crépuscule, la chaleur des hammams. Il avait même falsifié une photo de lui enfante en collant son visage sur celui d'un petit Turc trouvé dans un magazine. Quand il avait obtenu son premier rôle important, dans une pièce de Marguerite Duras mise en scène par Patrice Chéreau en 1975, il avait déjà effacé toute trace de son passé réel. Il n'y avait plus de parents à Pantin, plus de bulletins scolaires, plus de cousins à Bobigny, et que Tchéky Karyo, fils d'un diplomate turc et d'une pianiste juive grecque, arrivé à Paris à l'âge de 7 ans après la crise de Chypre. Sa carrière a décollé comme une fusée. Les réalisateurs adoraient ce qu'ils croyaient être une authenticité brute quand il jouait les immigrés, les déracinés, les hommes en marge. Il disait « Il n'a pas besoin de jouer, il est ça ». Luc Besson l'a choisi pour Nikita, parce que, disait-il, il a l'air d'avoir vécu 10 vies. Jacques Audiard l'a pris pour un prophète, parce que son regard porte le poids de l'histoire. Même les Américains, quand il tournait à Hollywood, le surnommaient « The European Mystery ». Il collectionnait les prix, les couvertures de magazines, les invitations au festival. Il achetait des appartements rue de Rivoli, des maisons en Provence
une île privée en Grèce. Ironiquement, il était partout. À Cannes en smoking blanc, à Venise en trench noir, à Sarajevo pour une cérémonie en hommage aux victimes de la guerre, les larmes aux yeux devant les caméras. Et pendant ce temps, sa mère mourait seule dans un 2 pièces à Saint-Denis, sans que Paris Match ne sache même qu'elle existait. Il a tourné plus de 120 films, joué dans des séries internationales, prêté sa voix à des documentaires sur la Shoah, sur les réfugiés, sur les minorités opprimées. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2005 pour services rendus à la culture française. Lors de la remise de médailles, il a prononcé un discours émouvant sur l'identité multiple et la richesse des métissages. Le président de la République l'avait embrassé. Les télés avaient fait passer la séquence en boucle. Personne n'avait vu que dans le public, sa sœur aînée, venue incognito, pleurait en silence. Elle n'avait pas été invitée à la réception. Le jour des funérailles, Isabelle est montée à la tribune comme on monte à l'échafaud. Elle avait répété son texte pendant des semaines, seule dans la grande maison de Saint-Germain-en-Laye, où les portraits de Tchéky la regardaient encore depuis tous les murs. Elle avait hésité jusqu'à la dernière minute. Elle avait failli brûler les documents, déchirer la lettre, tout oublier. Mais quand elle l'avait vu les hypocrites arriver un à un, les producteurs qui l'avaient enrichi, les acteurs qui l'avaient encensé, les journalistes qui avaient relayé ses fables pendant 40 ans, elle avait compris qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle avait pris le micro. Et elle avait commencé. Elle a d'abord lu la lettre que Tchéky avait écrite en 2019, après son infarctus. Une lettre de 10 pages, tremblée, pleine de ratures. Il y avouait tout. Le mensonge sur ses origines, les faux papiers, l'argent versé à sa mère pour qu'elle disparaisse, les menaces contre ses frères et sœurs. Il écrivait « J'ai eu peur d'être médiocre, j'ai eu peur d'être ordinaire. Alors j'ai volé une vie plus belle que la mienne. » Il demandait pardon à ses enfants, à sa femme, à la mémoire de ses parents qu'il avait reniés. Il terminait en disant qu'il n'avait jamais eu le courage de publier cette lettre de son vivant, parce que la vérité m'aurait tué plus sûrement que le cholestérol. Ensuite, Isabelle a sorti les documents, des actes notariés, des relevés bancaires, des contrats d'actionnariat. Elle les a brandis devant l'assemblée pétrifiée. Elle a expliqué, d'une voix qui ne tremblait presque plus, comment son mari avait investi dans Ares Defense Systems, une société franco-israélienne qui fabriquait des composants pour les drones Héron utilisés au Yémen, en Azerbaïdjan, en Éthiopie. Elle a cité les montants, plus de 8 millions d'euros placés entre 2008 et 2022. Elle a montré les dividendes versés sur un compte aux Caïmans. Elle y a rappelé que pendant que Tchéky pleurait à la télévision sur le sort des enfants yéménites, il touchait chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros de ces mêmes conflits. Elle a terminé en regardant ses 2 enfants, assis au premier rang, blêmes. Elle leur a dit « Votre père vous a aimé. » Vraiment. Mais il vous a aussi menti tous les jours de votre vie. Il vous a volé votre histoire. Il vous a volé vos grands-parents. Aujourd'hui, je vous rends ce qui vous appartient. La vérité, aussi laide soit-elle. Puis elle a reposé le micro, elle a descendu les marches du chœur, et elle s'est effondrée dans les bras de sa fille qui hurlait. Le silence qui a suivi a duré exactement 7 secondes. 7 secondes pendant lesquelles on a entendu que la pluie sur les vitraux et les sanglots étouffés. Puis l'église a explosé.
Les journalistes se sont rués vers les sorties, téléphone à l'oreille. Les amis de longue date se regardaient, hagards, cherchant dans les yeux des autres une confirmation que ce qu'ils venaient d'entendre était impossible. Valeria Bruni Tedeschi, qui avait partagé l'affiche avec lui dans 3 films, s'est mise à trembler si fort qu'on a dû l'emmener dehors. Mathieu Kassovitz, venu rendre hommage à l'homme qui lui avait tout appris, restait figé sur place, les poings serrés, les larmes coulant sans qu'il cherche à les essuyer. Vincent Cassel, arrivé en retard et qui n'avait entendu que la fin, a demandé plusieurs fois. « C'est une blague ? Dites-moi que c'est une blague. » Les enfants, eux, ont réagi différemment. Le fils aîné, Simon, 39 ans, réalisateur de documentaires engagé à gauche, s'est levé d'un bond et a quitté l'église en courant. On l'a retrouvé 1 heure plus tard, assis sur les marches de la Seine, répétant comme un mantra « Je suis français. Je suis français. Putain, je suis juste français. » La cadette, Léa, actrice elle aussi, est restée prostrée, le visage dans les mains, refusant qu'on la touche. Plus tard, elle a déclaré à un journaliste qui avait réussi à la coincer. « Je ne sais plus qui je suis. Toute ma vie, on m'a demandé d'où venait mon exotisme. Je répondais fièrement « Turquie, Grèce, Israël. Maintenant, je sais que je viens de Pantin. » Certains amis ont essayé de défendre Tchéky. Un vieux complice du conservatoire a murmuré que c'était l'époque. Tout le monde se réinventait. Un producteur a tenté de minimiser les investissements en disant que beaucoup d'acteurs placent leur argent sans savoir exactement où. Mais la plupart se sont tus. Ils avaient trop profité du mythe. Ils avaient trop répété ces légendes dans les dîners en ville. Ils avaient trop aimé l'idée qu'un homme pouvait porter en lui tant de cultures différentes. Ils étaient complices, et ils le savaient. Dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux ont pris feu. Le hashtag #AltiChekiVraiNom est devenu tendance mondiale en moins de 2 heures. Des milliers de tweets reprenaient la photo de son acte de naissance retrouvé par un journaliste obstiné. Thierry Kariotakis, né à Paris 19e, père employé, mère institutrice. Des mêmes cruels circulaient. Tchéky en kéfi, avec la légende « Quand tu joues sous le rôle de ta vie même à la maternité ». D'autres, plus tendres, montraient des extraits de films où il jouait les immigrés, avec en surimpression « Il savait de quoi il parlait, mais pas comme on croyait ». Ce qui reste aujourd'hui, 1 an après sa mort, est un vide étrange. Les films sont toujours là, bien sûr. On continue à les diffuser. Mais on les regarde différemment. Quand il apparaît à l'écran, on cherche désormais les failles. On se demande si, quand il pleure dans « La femme Nikita », il pense à sa mère qu'il a abandonnée. Quand il incarne le mentor maghrébin dans « Un prophète », on se dit qu'il savait exactement ce que c'était d'être un imposteur. Certains critiques ont réécrit l'histoire du cinéma français en disant que Tchéky Karyo avait été le plus grand acteur de sa génération, précisément parce qu'il avait réussi le rôle ultime. Se faire passer pour quelqu'un d'autre pendant 50 ans. Ses enfants ont changé de nom. Simon est redevenu Simon Kariotakis et a réalisé un documentaire bouleversant intitulé « Mon père n'existait pas ». Léa a arrêté le cinéma. Elle vit à Lisbonne et refuse toute interview. Isabelle, elle, a vendu la maison de Saint-Germain en Laye et a fait don de l'argent à des associations d'aide aux migrants.
celle-là même que son mari prétendait défendre. Elle a écrit un livre, sobrement intitulé « Le poids du mensonge », qui s'est vu vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Elle y raconte tout, sans haine, presque avec tendresse parfois. Elle termine par ces mots. « J'ai aimé 2 hommes, Thierry qui était doux, timide et qui avait peur du monde, et Tchéky qui était brillant, cruel et qui a fini par tuer Thierry. Je pleure les 2. » Quant à la tombe, au cimetière du Père-Lachaise, elle porte simplement Tchéky Cario, 1953-2024. Certains jours, on y dépose des fleurs. D'autres jours, des lettres anonymes. Imposteur, traître, génie. Parfois, une vieille dame vient s'asseoir sur le banc d'en face. Elle reste longtemps immobile. C'est la sœur de Thierry. Elle n'a jamais parlé à la presse. Elle vient juste dire à son frère, enfin, qu'elle lui pardonne, qu'elle a toujours su, et qu'être juste français aurait suffi.